Ah, mais voilà. Bon. Alors, je voulais d'abord vous remercier pour être venu. Je remercie aussi les organisateurs qui m'ont fait confiance en m'accordant la possibilité de venir m'exprimer pour la deuxième fois. Et donc, je signale que je ne suis pas historien, mais que je suis intéressé par l'histoire et que j'ai fait des recherches en archives. Et cela, ça fait maintenant 40 ans que j'ai commencé avec des interruptions. Voilà, donc, pour les historiens universitaires, donc, je leur demande une grande indulgence. Voilà. Eh bien, tu peux y aller. Alors, d'abord, le Couserans, il faut savoir que c'est un pays de montagne, donc, comme tout le monde le sait, mais c'est un pays de montagne. Le relief est aride et donc les voies de communication sont très difficiles. Bon, peut-être en été, il y a quelques ports qui sont élevés. Tu peux y aller, s'il te plaît. Alors voilà, le Couserans, en gros, il est situé ici, donc vous voyez, il est situé sur la chaîne, et la partie sud du Couserans est carrément accrochée sur la zone axiale. Donc tout cela a une certaine importance, d'où le verrons. Je peux y aller. Alors, la situation du Couserans, elle est simple. Donc vous voyez ici, le Couserans est en contact avec le Paliars-Sobirats, c'est-à-dire le haut Paliars et le Val d'Aran, ici. Et cela est très important parce que les seules communications qui vont se faire, qui se sont faites pendant longtemps, ou du moins les communications majeures, se sont faites au niveau de ces zones, au niveau du Val d'Aran et au niveau du haut Paliars. Je peux y aller. Alors la situation, donc on la revoit, la situation, voilà. Donc, Val d'Aran, ici, Paliars et le Couserans, on voit très bien qu'il est placé sur la zone axiale. Alors, il y a une caractéristique particulière, c'est pour le Haut-Paliars et le Val d'Aran, ils sont directement inclus dans la zone axiale, c'est-à-dire qu'ils sont isolés par rapport au reste du territoire espagnol, ce qui constitue en fait des enclaves. Donc, tout cela veut dire qu'il va y avoir des particularismes locaux. Il va y avoir aussi des affinités linguistiques entre ces trois entités, au Couserans, Paliars et Val d'Aran. Il va y avoir des affinités, des proximités linguistiques qui vont faire que, ma foi, on arrive à se comprendre un petit peu. Bon, avec le catalan, bon, il y a des racines communes, mais quand même, on arrive à se comprendre, d'autant plus que le Val d'Aran, lui, est carrément gascon. Voilà, oui, il se revendique comme gascon. Et comme Pierre avait remarqué dans un article sur Facebook, donc c'est un des rares territoires qui connaît le gascon comme langue officielle. Voilà. Donc ça, c'est notre ami Pierre qui est là, qui l'a signalé, et c'est vrai que je n'avais pas dit. Voilà, donc je rétablis la paternité. Voilà, alors le Couserans, il est ici. Donc vous voyez, ici il y a la vallée, c'est en gros la vallée du Salat, ici. Et la vallée du Salat donc, permet une pénétration directe sur la chaîne. Donc ce qui explique que de Toulouse, on passera évidemment par Axe, mais aussi on passera par la vallée du Salat, de préférence, parce que c'est une voie directe. Et il faut savoir aussi un petit détail historique qui est important, c'est que les comtes de Toulouse qui ont participé à la Reconquista contre les Maures, ces comtes de Toulouse, quand ils ont chassé les Maures, ils ont annexé ce territoire du Haut-Paliars, donc qui était directement rattaché au comté de Toulouse. Ce qui fait qu'il fallait qu'il y ait des relations entre Toulouse et cette zone du Paliars, qui était une dépendance de Toulouse, et c'est pour cela qu'ils ont utilisé la vallée du Salat et qu'il y a eu des fortifications, les fortifications du Mirabat, et ensuite la fortification de la garde. Voilà. Donc ça, on y reviendra. Alors, ce qu'on voit, en tant qu'on a une carte générale, cette carte, je l'ai piquée à Michel Chevalier dans son livre La vie humaine dans les Pyrénées. Je pense qu'il est très simple. Il y a des petites approximations au point de vue d'altitude. Voilà, donc en gros, hein, voilà, ça se passe comme ça. Donc vous voyez ici, donc ça c'est la vallée du Salat, ça c'est la vallée, on voit aussi, on ne peut pas agrandir un petit peu là, oui, cette carte. Oui, c'est un peu petit là.
je montre un peu là. Ouais. Voilà, impeccable. Voilà, ici ça va mieux. Voilà, donc vous voyez, donc, la vallée du Salat donc, permet un accès direct par la vallée, par cette vallée du Salat. Et on verra donc les conséquences que cela va entraîner, en particulier sur le développement de villes comme Castillon, Seix et Saint-Giron, qui auront des particularités justement à cause de cette vallée du Salat et à cause de la proximité directe avec le Pallars et avec le Val d'Aran aussi. Alors on peut constater qu'à ce niveau, qu'au niveau du Couserans, la chaîne, la zone axiale est beaucoup plus rétrécie. Et comme elle est beaucoup plus rétrécie, elle est aussi plus aride, les versants sont très escarpés, alors qu'au niveau, au niveau espagnol, au niveau catalan, pardon, les reliefs sont plus doux et il y a, il y a eu une érosion glaciaire qui était plus marquée, ce qui fait qu'il y a, les territoires sont beaucoup plus agréables, il y a de vastes espaces et surtout il y a beaucoup d'eau, tandis que du côté français en particulier, au niveau du Biros, c'est très escarpé, donc il y a quand même des pâturages, mais pas assez, ce qui fait que cela va entraîner des phénomènes de transhumance en Espagne. On le verra tout à l'heure. Voilà ce que je voulais dire. Donc c'est surtout cette vallée du Salat, vous voyez, c'est direct. Et puis bon, c'est vrai qu'à partir de la vallée du Salat, il y avait aussi le port de Salo qui communique avec le Pallars et aussi bon, pour les montagnards avec le Val d'Aran, mais surtout il y a le port de là qui communiquait directement. Et avec le Biros, bonjour, et avec le Biros, on communiquait par les ports de la Hourquette en particulier, le port de Rennes. Voilà, tu peux y aller. Voilà. Alors, donc nous sommes évidemment dans une zone frontière, on l'a vu, une zone qui est escarpée. Il y a de nombreuses montagnes, de nombreux endroits où l'on peut se cacher, et cette particularité donc, va avoir des conséquences. D'abord, il faut savoir que tous les habitants du Couserans, parce qu'on parle du Couserans, vont être animés en permanence par la peur des invasions espagnoles. Alors, donc, tout au long de l'histoire, il y a eu des incursions, des razzias, des homicides, même des viols. Bon, ce n'était pas les Aranais tout à fait, mais c'était les déserteurs, c'était les soldats qui se retrouvaient sans solde, et c'était ensuite les gens qui se retrouvaient dans la nature parce que leur maison avait été détruite, leurs biens, voilà, etc. En particulier dans le Val d'Aran, parce qu'on verra que le Val d'Aran, quand même, c'est une zone qui a été secouée par les guerres pendant très longtemps. Il a été secouée par des phénomènes, par les guerres contre la Castille, ensuite contre l'Aragon. Il y a eu, pendant longtemps, même il y a eu des insurrections, en particulier la révolte des faucheurs, il y a eu des insurrections dans le Val d'Aran. Donc c'est une zone qui était très agitée. Et de tout temps, donc, il y a eu des gens, des victimes de la guerre qui sont partis sur le Couserans, voilà, et qui se sont réfugiés là. Et donc, évidemment, comme il fallait qu'ils vivent, on y reviendra, donc ils commettaient des razzias, etc. D'autant plus que chaque fois qu'il y avait des combats en Catalogne, ou alors lors des guerres franco-espagnoles, automatiquement, les soldats, qu'ils soient du camp autochtones ou qu'ils soient du camp adverse, ils se livraient tous à des razzias, ils se livraient tous à des viols, etc. C'était les soudards qui étaient lâchés dans la nature. Voilà. Ensuite, il y a aussi le phénomène, je vais vite parce que c'est un peu loin, donc je ne sais pas si j'arriverai à parler. Voilà, alors le phénomène du bandolérisme, bon, ce sont en gros ce sont tout simplement des bandits, c'est le terme. Ce sont des bandits qui regroupent les différentes catégories que j'ai exposées tout à l'heure, et donc ils faisaient régner la terreur. Et il faut s'imaginer des villageois vers Salo, au-dessus du Biros, dans tous ces hameaux, ils craignaient toujours l'intervention de bandits. Ou alors en même temps, il y avait des déserteurs aussi du côté français. Donc c'est un endroit où on pouvait se cacher, et c'était des gens hirsutes qui étaient en avion, et voilà. Donc quand on a faim, on fait des choses qui sont toujours répréhensibles. Voilà, donc on a vu troupes étrangères du pays. Alors, tu peux remonter un petit peu, s'il te plaît. Voilà. Voilà, c'est bon.
Ça, je l'ai piqué à Poujade, le titre, je ne me rappelle plus, du livre. Voilà, donc, il faut savoir que pour les autorités, il était absolument nécessaire de garantir la sécurité. Bon, la sécurité des habitants, surtout, oui, mais surtout pour eux, ce qui était important, c'est d'assurer une imperméabilité des frontières. C'est pour ça que sur toute la chaîne des Pyrénées, dont on le voit ici, pour cette zone-là, du Comminges-Roussillon, vous voyez, toute la frontière s'est remplie de fortifications, et en particulier au niveau du Couserans, vous voyez, Val d'Aran et Balias. Donc il y avait des fortifications, il y en a encore, il y a celle du Mirabat, celle du Mirabat de la Garde. Au niveau du Biros, je n'ai pas trop étudié cette zone pour l'instant, mais je sais aussi qu'il y avait des fortifications. Sainte-Catherine, je ne suis pas sûr, mais je pense que oui. Voilà. Bon. Et ensuite, autre chose, comme les fortifications, il fallait que les villes frontalières puissent se défendre et puissent surveiller les frontières et les ports. Et c'est pour cela que les églises des premières villes frontalières, Seix, Saint-Ouen, ont été fortifiées, parce qu'il fallait vérifier les ports. Voilà, donc ça aussi, c'était la sécurité, mais c'était aussi des considérations, c'est très important, des considérations stratégiques. Tu peux y aller. Voilà, dans le réseau de fortification, voilà, ce que je disais. Et ensuite, à partir du moment, voyons, tu avances un peu là, pour savoir que je ne me répète pas, que je ne fasse pas. Voilà. Oui, voilà. Oui, passe là, tu reviens en arrière. Voilà, c'est ça. Donc je parlerai de sexe à part. Tu redescends. Voilà. Tu reviens à la page précédente, la page 8. Voilà. Voilà, ouais, système de défense ou des guets fortifiés, comme à Saint-Ouen et à Seix, donc ça. Donc, est-ce que vous me comprenez, c'est bon? Je ne vais pas trop vite, hein, parce que... Voilà. Dans des tours de défense ou de guets fortifiés à Saint-Ouen et à Seix, en particulier. Donc, vous voyez, si vous allez dans ces deux villes, vous allez voir ces fortifications des églises. Alors, comme il fallait effectivement régler tous ces problèmes, les autorités ont dit, bon, mais finalement, pour qu'on puisse défendre, il faut que ce soit les habitants qui soient organisés eux-mêmes. Donc, on leur a donné le droit de porter des armes, par dérogation, donc ils portaient des armes, et tout au long de l'histoire, jusqu'à la Révolution, chaque fois que des seigneurs ont essayé de revenir sur ce droit ancestral de porter des armes, ils ont toujours argué le fait qu'il fallait qu'ils gardent la frontière, et ensuite, il fallait qu'ils se défendent contre les fauves, parce que les fauves, il y avait l'ours, il y avait des loups, et les fauves descendaient jusque dans les villages parfois. Hein. Bon. Alors il fallait se défendre. Là, c'était des zones très sauvages, et il n'y avait pas que des hommes, en fait. Hein. Alors, dans cette organisation, c'était l'armement, et ensuite, c'était des moyens de communication. Donc, le jour, on faisait des fumées, et il suffit de faire brûler des herbes, on voit qu'il y a beaucoup de fumée. Et ensuite, la fumée le jour, et la nuit, on faisait de grands brasiers, des feux immenses. Voilà. Donc, et évidemment, il y avait aussi le tocsin, c'est-à-dire quand il y avait une menace, quand la frontière était menacée ou quand on voyait arriver des colonnes de soldats ou de bandoliers ou de brigands, qu'est-ce qui se passait? On sonnait le tocsin et les habitants de tous les villages alentours venaient en armes pour se défendre. Voilà, donc c'était une organisation quand même qui reposait sur une solidarité, qui reposait sur une organisation particulière, en particulier la constitution de milice. Donc voilà, donc c'était quand même assez organisé. Mais seulement, il y avait aussi, dans ces zones frontières, il y avait aussi l'obligation de fournir le ravitaillement et l'hébergement pour les soldats qui, on l'a vu tout à l'heure, n'étaient pas toujours sympas et qui se servaient, évidemment, qui se conduisaient en soldats, et en particulier, comme toujours, ce sont les femmes qui trinquaient avec des viols et des agressions sexuelles. On peut y aller. Alors voilà, l'exemple de Seix. Alors, au niveau de l'exemple de Seix, à Seix, je fais une parenthèse parce que Seix, c'est une zone
qui a été marquée par tout un tas de légendes. D'abord, il y a la légende de Charlemagne qui serait revenu, qui aurait imprimé sa marque, enfin la femme de Charlemagne, Berthe, qui aurait imprimé son pied dans un rocher ou dans le Salard. Bon, en fait, il y a tout un tas de légendes qui gravitent là-dessus, et ça correspond au fond légendaire des Pyrénées. Chaque région des Pyrénées veut avoir, de rétrécir si tu peux. Chaque région des Pyrénées souhaite avoir sa légende. En fait, Charlemagne, le pauvre homme, n'a pas pu passer partout. Mais au niveau de Seix, il faut savoir qu'il a accordé, enfin, du moins son administration a accordé à la ville de Seix des particularités, voilà, des privilèges. Donc ces privilèges, c'était d'abord de constituer des milices. Ces milices pouvaient aller sur les montagnes. Ils avaient des droits de chasse particuliers, ils avaient le droit de couper le bois, d'exploiter l'eau. Donc c'était tout un réseau de privilèges. Ces privilèges ont été ensuite confirmés par Philippe le Hardi, je crois, et ils ont été invoqués jusqu'à la Révolution, parce que au moment de la Révolution, quand le vicomte du Coudran, c'était le vicomte de Chambord-Couzerat, a voulu revenir sur ses droits et a voulu construire un château à côté de l'église, tous les villageois ont marqué de leurs privilèges pour dire non, on ne veut pas. Et comme le vicomte a persévéré, eh bien, quand il est sorti de la messe de Seix, eh bien, ils avaient tout démoli, quoi. Ils avaient démoli le chantier, donc ils devaient être plusieurs. Voilà. Donc, évidemment, je n'étais pas là pour le voir. Parce que c'est toujours difficile de parler de ces périodes, parce qu'il y a très peu de documents. Il y a aussi très peu de documents juridiques, donc pas trop, si des juridiques, mais des minutes de procès, donc c'est très difficile en fait. Donc on a quelques documents. Cette charte-là qui a été donnée par Charlemagne, donc, a été pendant longtemps aux archives de la ville de Seix. Je pense que maintenant elle est allée aux archives de France. Alors, quels étaient les privilèges? Donc ça a été d'abord le droit de porter des armes, des avantages sur les pâturages, et ensuite l'obligation, en contrepartie, l'obligation de disposer des sentinelles sur le port. Et là, ça n'a pas été toujours efficient, parce qu'un jour, des Espagnols sont arrivés au niveau du port de là, ils se sont livrés, ils ont massacré tout le monde, parce que les sentinelles s'étaient endormies. Alors là aussi, est-ce que c'est vrai? Je n'en sais rien. Mais enfin, ça se dit. Alors, donc, les gens de Seix avaient des privilèges. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut savoir que le comte de Toulouse souhaitait passer par là, il souhaitait la sécurité, avant tout, mais aussi, il fallait maîtriser toute cette zone. Donc, c'est pour cela que on a établi la domination, oui, la domination, si vous voulez, la domination de Seix, par le roi lui-même, c'est-à-dire que c'est le roi qui était le seigneur de Seix en pareage avec le vicomte du Couserans. Et donc la conséquence directe, c'est que le Couserans, comme il dépendait de Rieux-Volvestre, qui était une entité gasconne, non, languedocienne, la région de Seix est une entité gasconne en territoire, non, je ne sais pas, est une entité languedocienne en territoire gascon. C'est uniquement administratif, mais il faut savoir que les Seixois parlaient gascon, évidemment. Non, parce qu'on a tendance à dire, mais puisque c'était languedocien, on parlait languedocien. Non, à Seix, on parlait gascon. C'était uniquement du point de vue administratif. Alors c'est pour cela qu'à Seix, il y a eu le seigneur du représentant du roi, de l'intendant de Rieux-Volvestre, et le pouvoir du vicomte. Donc il y avait deux châteaux, dans le château de Seix, on dit que c'est le château du roi, mais en fait c'était le château du vicomte, et plus haut, il y avait un château qui dépendait de l'intendance d'Auch, si vous voulez, et qui, lui, il était gardé par le représentant du roi. Et ce château a été détruit. Il y avait même une prison parce que, évidemment, j'ai vu quelques documents et les autorités se plaignaient des habitants de Seix qui étaient très turbulents. Voilà, donc l'exemple de Seix, dont il faut savoir que c'est une entité administrative languedocienne en territoire gascon. On peut y aller, si tu veux.
Ah voilà, dans le Mirabat. Donc on peut voir que, du Mirabat, la vue s'étend sur toute la vallée. Ça, c'est la vallée du Stou qui monte vers le port de Marteraf, et ça s'étend aussi sur la vallée du Salat. Et disons que le château de la Garde est, lui, plus axé sur la vallée du Haut-Salat. Voilà, ça, ce sont les vues du sommet du Mirabat. Là aussi, le chaînon de Valier qui est vu du Mirabat aussi. Donc, vous voyez, c'est qu'on avait un point de vue synoptique sur l'ensemble des montagnes. Et quand on est là-bas, on distingue très bien les déplacements d'hommes parce qu'avec des reflets, etc. Donc, ça, on arrivait à voir tout ça. Voilà, donc ça, c'est le château de la Garde qui est relativement bien conservé. Et en ce moment, je crois qu'il y a des fouilles qui sont effectuées, il y a des travaux d'archéologie qui sont en train de se faire et qui peuvent s'avérer intéressants pour l'avenir. Bon, je n'ai pas vu les responsables, Claude, je ne sais pas si tu as vu les responsables, Claude Moon. Est-ce que tu as vu les responsables des fouilles? Bon, d'accord. Donc, on aura peut-être des comptes rendus de fouilles, pour l'instant, ils sont en cours. Tu peux y aller. Alors maintenant, on va à ce que je disais, le Val d'Aran, le Pallias, le Couserans ont été toujours plus ou moins en état de guerre, soit que le Couserans subissait la guerre franco-espagnole, soit que le Couserans, en état voisin, se payait toutes les répercussions de cette guerre. Alors d'abord, je vais passer très vite, bon, il y a eu les invasions visigoths, bon, je ne vais pas passer sur les Ibères et tout ça, bon, ça serait trop compliqué. Donc, voilà, c'est invasion du royaume visigoth de 418 à 720. Ensuite, il y a eu des invasions musulmanes de 719 à 1973. Donc, cette période, elle est relativement contestée parce que on a tendance à dire que les musulmans sont passés par la chaîne des Pyrénées, mais je pense que les musulmans, ils sont plutôt passés par le Roussillon et par le Pays Basque, parce que c'était plus facile, et sont allés jusqu'à Poitiers, où ils ont été refoulés. Et c'est à partir de là quand ils ont été refoulés, qu'ils ont attaqué Saint-Lizier, et qu'ils ont fait des tentatives d'incursion au niveau des ports frontaliers, mais je ne pense pas qu'ils soient arrivés jusqu'au bout. D'ailleurs, mademoiselle Simone Henry, que tout le monde connaît, disait que, en fait, toutes ces fortifications n'étaient pas destinées aux Sarrasins, mais elles étaient destinées à la lutte contre les Vascons, ce sont des gens qui envahissaient toutes les Pyrénées, le nord des Pyrénées, et en particulier c'est déjà l'ennemi, et qui donc envahissaient aussi les hautes vallées. Voilà. Alors la guerre européenne de 30 ans, c'est important, elle se termine sur l'île des Faisans, j'ai noté les dates, parce que le 7 novembre 1659, et c'est ce traité qui a établi la frontière sur la ligne de partage des eaux. Or, en vérité, ce n'est pas permanent, ce n'est pas, disons, de façon distincte sur toute la chaîne. Il faut savoir que, évidemment, le Val d'Aran est au nord de cette ligne de partage des eaux, parce que bon, le Val d'Aran, c'est très particulier. Et ensuite, il y a une petite anecdote aussi au niveau du plat de la Girette, qui est situé vers le port de Barlonguer. Il faut savoir qu'à ce niveau-là, en 1989, les Espagnols, services de cartographie espagnole, se sont aperçus que la ligne de partage des eaux n'était pas respectée, parce que le plat de la Girette était en France, mais normalement il aurait dû être en Espagne. Donc il y a eu une modification de frontière. Donc pourquoi le plat de la Girette, qui est je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est vers le port de Barlonguer, voilà, qui est vers le port de Barlonguer, il est beaucoup plus au sud. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, on en parlera tout à l'heure, c'est que de chaque côté de la frontière, les Aranais s'entendaient entre eux de façon à ce que les rapports soient harmonieux. Donc, il y avait des ententes. Et effectivement, ils n'ont pas tenu compte de ces ententes, ils n'ont pas tenu compte de la frontière, et ils ont gardé, comme avant, le plat de Girette. Voilà. Donc
c'est pour ça que le plat de Giret a été longtemps français et que maintenant, depuis 1990, en gros, il est de nouveau espagnol. Voilà. Mais ce qui ne change rien parce que, de toute façon, il y a moins de poids à l'heure actuelle. Voilà, alors la guerre des Segadores, c'est la guerre c'est un événement qui s'est passé en 1640, c'est le corpus du sang, c'est le jour de la fête espagnole catalane le jour, comment ça se traduit. Ça correspond à une fête religieuse barcelonaise. Voilà, donc, là, elle a été déclenchée par la mort d'un faucheur, et là aussi, il y a eu de très 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 violents troubles en Catalogne, en particulier dans le Val d'Aran et dans le Pallars, et les gens du Val d'Aran qui, eux, étaient soutenus, bon, et ils étaient favorables à la révolte des Catalans, donc ils ont passé la frontière à ce moment-là, et ils étaient très nombreux, très nombreux à se retrouver à Sex et à Saint-Ain. Donc là aussi, il y a eu des troubles à cette époque-là. Bon, c'était pas facile de vivre en permanence avec la guerre. C'est bon, ça me permet de respirer. Ah voilà, on fait un saut là, et maintenant on passe à la Révolution française, mais la Révolution française, je vais le prendre de façon cursive parce que notre ami Christian Bourré va le voir en détail. Alors il faut savoir, très schématiquement, que on a assimilé le Haut-Couserans à une petite Vendée. Alors pourquoi? Parce que il faut savoir que à l'époque, les curés étaient très proches des villageois, ils partageaient les travaux des champs, ils avaient eux-mêmes des champs, etc. Donc il y avait une complicité. Et c'est pour cela que des prêtres qui ont refusé, de nombreux prêtres ont refusé de prêter le serment, ils ont été plus ou moins soutenus par les communautés et ils sont partis en Espagne. Alors évidemment, il y avait donc l'abbé Fort de Sex, Fort, le juge de paix, et ensuite un abbé d'Aragon-Pelrefite qui était d'Ustou, se sont entendus entre eux pour faire en sorte qu'il y ait une organisation de passage pour alimenter les troupes du général Ricardos et fournir donc pour fournir en hommes la légion de Panetier qui était un immigré et qui travaillait avec le général Ricardos sur le front du Roussillon. Alors il faut savoir que depuis Conflans, si je me trompe, tu me reprends, depuis Conflans, il y avait les Basalmes, je crois, et qui organisaient, qui hébergeaient pendant quelques jours les réfugiés, les immigrés. Ensuite, ils les faisaient partir en Espagne, et il y avait, je ne sais plus où exactement où ça se trouve, c'est peut-être dans le Pallars, Tallard, où ça se trouve. Bon, alors Tallard, en fait, c'était un endroit où on s'organisait, et tous les soldats, toutes les recrues aristocrates ou celles qui ont été, ou les gens qui étaient plus ou moins forcés, étaient centrés à Tallard, et de là, donc, ils rejoignaient les troupes du général Ricardos pour aller se battre sur le front du Roussillon. Là aussi, donc, il faut savoir que à cette époque, les montagnards étaient habitués à passer en Espagne pour les moissons, etc. Il y avait une certaine porosité de la frontière. Donc, ils ont continué après la Révolution, mais seulement les troupes espagnoles veillaient au grain, et ces gens-là, quand ils étaient arrêtés, ils étaient déférés à la forteresse de Carthagène, où on les traitait véritablement comme des bagnards, ils mouraient du scorbut, etc., etc. Ou alors on donnait donc le choix, soit vous allez à la forteresse au chantier naval de Carthagène, ou alors vous retrouvez dans l'armée. Donc il y en a qui ont déserté. Et là j'avais fait des recherches là-dessus, c'est pour ça que je fais cette petite parenthèse. Mais Christian nous en parlera mieux que moi tout à l'heure. Alors, les guerres carlistes, 1833. Alors il faut savoir, rapidement, que à partir que ce qui a semé le trouble en Espagne, pauvre Espagne et pauvre Catalogne, ce sont les invasions espagnoles qui ont laissé aux Espagnols
Espagnols, donc il y a de très très mauvais souvenirs. Il faut savoir aussi que le Val d'Aran a été envahi pendant la Révolution par des troupes. Bon, il est resté français pendant quelques temps, pendant l'Empire. Donc déjà, c'était des troupes d'occupation. Et ensuite en Catalogne. Donc une fois de plus, la Catalogne s'est insurgée contre Napoléon. Et lorsque les troupes de Napoléon ont été défaites, qu'elles ont regagné la frontière, ils se sont retrouvés face à des attaques de guérilleros, etc., etc. Donc ça s'est très mal passé pour eux. Mais il restait une haine féroce contre les Français, en particulier les troupes françaises. Mais parmi ces gens-là, il y avait des Espagnols qui étaient ouverts aux idées libérales, on les appelait les afrancesados. Donc ils étaient plus ou moins gagnés par les idées des Lumières. Donc, voilà, ces gens-là, évidemment, ils n'étaient pas très aimés et ils ont été persécutés. Donc il y a eu des tentatives de passage de la frontière, ils se sont heurtés aux Espagnols. Donc ça a été terrible et tout ce monde-là venait se réfugier dans le Couserans, évidemment, et surtout de la chaîne, évidemment. Alors, évidemment, il a fallu s'organiser pour lutter contre ces phénomènes, donc la surveillance des frontières, Acoufflens, Salos, Exustou, Castillon, Saint-Jean-Massa. Et je parle à la fois des guerres carlistes et de ce qui s'est passé avant, parce que... Bon, alors, il y a eu des frontières, il a fallu surveiller cette frontière. Alors, ce qui se passait, c'est que les carlistes, les afrancesados, et puis des fois les partisans du roi, bon, selon les époques, ça passait, il y en avait qui étaient battus, donc les troupes étaient défaites, elles passaient, donc ça changeait. Et les blessés ou les malades, ben, ils étaient hospitalisés à Saint-Lizier. Alors, comme les services médicaux de Saint-Lizier recevaient à la fois ceux qui étaient libéraux et ceux qui étaient royalistes et les ultras, donc on faisait des enquêtes quand ils arrivaient, de façon à les mettre dans des chambres séparées. Voilà. Donc, alors il faut savoir aussi, c'est important, que vu l'importance de ces guerres carlistes, il y a eu des phénomènes de contrebande d'armes. Donc il y avait des trafics d'armes pour ravitailler les carlistes au niveau de la France. Donc ces contrebandiers, il fallait lutter contre tout ça. Et c'est pour cela que le gouvernement français a dépêché à Saint-Girons le baron Haussmann. Le baron Haussmann, il est venu avant tout pour lutter contre la contrebande, de façon à contrecarrer ce phénomène des guerres carlistes qui était caractérisé par des passages incessants de part et d'autre de la frontière. Allez, on passe. Comment 8 minutes 30 minutes, d'accord. Tu peux y aller. Je vais vite. Je ne développe pas. Voilà, donc les zones de passage. Donc je vais parler des passages. Donc vous voyez ici, c'est le port de Martérat, c'est un port qui est très 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 beau, que j'aime beaucoup. Il faut savoir que j'y suis attaché aussi. Enfin, attaché, c'est une façon de dire, parce que je suis originaire de Sainte-Naglouste et que mon arrière-arrière-grand-père, qui était colporteur l'été, donc qui était colporteur l'hiver, qui arrivait à la Bourgogne, l'hiver, l'été, allait moissonner en Espagne et il passait par le port de Martérat. Et là aussi, bon, c'est une petite anecdote. Il faut savoir que quand il partait, la veille du départ, c'était un peu comme pour les marins, la veille du départ, il y avait une grande messe à l'église de Sainte-Nac où on faisait des intentions de prière pour les soutenir, pour soutenir leur voyage, et ensuite les aléas du voyage, parce que là aussi ils étaient agressés, mais on y reviendra tout à l'heure. Voilà, donc l'immigration saisonnière. Oui, alors il y avait d'abord les marchands qui passaient, donc il y avait un trafic d'Auvergnat de Limousin qui venait et qui passait par l'Espagne, par Ars, les Terres, par Ascom, mais aussi qui passait par les ports de Salò en particulier, parce que c'était le port le plus bas et le plus accessible. Alors, ce développement du phénomène marchand va avoir plusieurs conséquences. C'est-à-dire le développement des villes comme Seix, Castillon, ce sont des petites villes, des petites villes, oui. Donc, du fait du développement des trafics commerciaux,
elles se sont remplies de marchands. Il y avait de plus en plus de marchands, et donc il fallait donc s'organiser, il fallait réceptionner les marchandises. Ensuite, donc, il fallait qu'il y ait des services de gros qui les stockent pour ensuite pourvoyer les convois muletiers. Donc ça se passait vers l'Espagne, mais aussi ça se passait vers le Languedoc. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Oui, aussi, oui, Saint-Jérôme, d'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que à Sex-Castillon, mais aussi à Saint-Jérôme, il y avait donc d'importantes foires, parce que c'était en fait des foires internationales, et dans n'importe quel temps, même s'il neigeait, parce que on le voit, les gens, peu leur importait qu'il y ait de la neige ou de la glace, ils étaient habitués à marcher, c'était des gens qui n'avaient pas peur d'affronter la glace et qui montaient cap amunt, qui montaient directement. Et ils connaissaient leur passage, donc ils se débrouillaient, mais que ce soit en hiver comme en été. Donc ce sont des prouesses qui me laissent admiratifs. Voilà, donc, Sex-Castillon, donc important centre commercial, donc, et puissance d'une bourgeoisie, des marchands. Hein. Les marchands avaient de plus en plus d'importance. D'ailleurs, si on va à Sex-Castillon, on verra qu'il y a de très très belles demeures anciennes. Donc, ce qui veut dire que, comme on dit trivialement, il y avait du fric, voilà, qui circulait. Voilà. Alors, surtout Saint-Jérôme. Oui, alors Saint-Jérôme, c'est quand même une ville assez importante. Qui était au carrefour de 18 vallées, mais qui accueillait les gens qui venaient d'Espagne par le port de Salom, mais aussi par le port de la Hourquette et par le port d'Olo. Tous ces gens-là se retrouvaient le jour des foires, et puis des gens qui venaient aussi du bassin, tout ce beau monde se retrouvait à Saint-Jérôme à l'occasion des foires. Et là aussi, il y a eu, ce qui est très important, il y a eu le développement très important des marchands, des bourgeois donc, parce que marchand, c'était les bourgeois, qui sont devenus très très puissants. Voilà. Et je vois Philippe là, je fais une petite digression, je suis désolé parce que je voulais le dire. Oui, parce que quand Haussmann est arrivé, je reviens en arrière, mais je sais pas, quand Haussmann est arrivé, on lui a monté la sous-préfecture, mais la sous-préfecture, elle n'était pas comme maintenant, bien élégante et tout. Elle était presque en état de ruine. Alors le baron Haussmann a refusé la sous-préfecture et il a négocié avec le propriétaire de l'hôtel de Saint-Jérôme. Et bon, ils se sont arrangés comme ça. C'est pour ça qu'il a d'ailleurs la plaque devant l'hôtel. Oui, tu veux parler? Oui, en fait, en réalité, il y a eu plusieurs phases. Le baron Haussmann a logé dans ce premier à l'hôtel parce que la sous-préfecture, il y avait des bureaux qui fonctionnaient, mais les logements étaient vides. Oui. Ensuite, il s'est arrangé avec le patron de l'hôtel de France pour meubler la partie qu'il avait besoin dans la maison. Et quand sa femme est arrivée, ils ont logé dans la maison. Ah, d'accord. Voilà. Donc il y a eu deux parties. Au début, il a logé avec le face, mais ensuite, il a aménagé dans la maison. Ça, je n'ai pas vu. J'avais vu qu'il y avait des commentaires. C'est écrit dans les mémoires. Hein. Moi, j'ai eu les mémoires. Des mémoires de baron Haussmann. Oui, d'accord. Oui. Je les ai lus, mais il y a très longtemps. C'est détaillé. Je les ai lus il y a très longtemps. Voilà, donc, alors revenons à cette ville de Saint-Jérôme. Excusez-moi pour cette digression, mais qui était importante, parce que nous avons eu la précision de notre ami Philippe. Pour Saint-Jérôme. Alors, ce développement intensif de la bourgeoisie, et qui était en but à la puissance du vicomte de Couserans, mais aussi du seigneur de Sex. Et le seigneur de Sex, à certains moments qui se confondait avec le vicomte de Couserans, mais le seigneur de Sex avait son château, qui est toujours là, et qui s'appelle le château des vicomtes, mais en fait, c'est pas trop juste, c'est en fait le château des seigneurs de Sex. Bon, à certains moments, ça a été les vicomtes, mais c'est surtout le château du Seigneur. Donc il y avait d'une part cette bourgeoisie et d'autre part le Seigneur. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des négociations avec le vicomte du Couserans, des négociations avec le Seigneur de Saint-Jérôme, et c'est là qu'a été créé le consulat de Saint-Jérôme qui concerne le bourg. Alors le consulat de Saint-Jérôme, c'est ceinturé de fortifications. Et ensuite, de son côté, le Seigneur, donc, qui avait créé une entité différente, une autre ville, un autre quartier, c'est une autre ville qui s'appelait Villefranche, a créé aussi
à ceinturer de remparts. Donc c'est pour ça que Saint-Girons, c'était le bourg de Saint-Girons qui était dirigé par les consuls, et ensuite le bourg de Villefranche qui était dirigé par le seigneur, mais qui avait accordé des franchises, donc des droits aux habitants de Saint-Girons. Est-ce que je suis clair? Ça va? Donc, développement de la bourgeoisie de Saint-Girons, et qui a eu cette bourgeoisie a eu une autorité de plus en plus prégnante, parce que cette période d'extension de la marchandise, c'est qu'il y avait des denrées qui arrivaient du monde entier et qu'il fallait absolument gérer tout ça. Voilà, donc il y avait des fortifications, on y reviendra avec des pèlerinages, si je n'ai pas oublié. Voilà. Donc, ensuite, on l'a vu tout à l'heure, donc il y avait les déserteurs, les soldats sans solde. Bon, ça a été une constante, ça s'est passé jusqu'aux guerres carlistes. Bon, ça va continuer ensuite avec la période plus contemporaine, mais bon, on n'y revient pas parce que tout le monde la connaît, que ce soit le passage pendant l'occupation ou les passages pendant la guerre d'Espagne, tout le monde connaît, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, donc, ces déserteurs, ces soldats sans solde, il faut imaginer des gars qui avaient perdu leurs biens, qui se retrouvaient errants, qui allaient se réfugier, qui dormaient dans des grottes, n'importe où. Donc, ils étaient sales, ils étaient répugnants, ils étaient remplis de poux, ils étaient remplis, enfin, de tous les autres pots, toutes les vermines. Donc, ils avaient des infections dans le visage, dans les bras, donc ils étaient tout poustuleux, tout plein de pus. Donc imaginez quand ils se pointaient dans les villages, ils n'étaient pas trop bien accueillis. Hein. Donc il y a eu cette insécurité aussi, bon, bien sûr. C'est vrai qu'au niveau des pâtres, ils étaient souvent compatissants, ils recevaient des réfugiés dans leurs cabanes, ils leur donnaient à manger parfois, parce qu'il y avait cette proximité linguistique, parce qu'ils parlaient gascon, donc on se comprenait, et ça créait des liens de solidarité aussi. Donc voilà, c'est très important. Mais ces gens, ces déserteurs, donc, qui ont refusé la conscription de Napoléon, qui ont refusé la conscription pendant la Révolution, mais ils se sont retrouvés là. Ils ont essayé de ne pas aller trop loin, de rester sur les montagnes, donc ils allaient se ravitailler en Espagne, et ils revenaient chez eux. Ils revenaient chez eux dans leur village quand ils pouvaient pour se ravitailler, trouver un peu de réconfort, ce qui n'était pas toujours le cas, parce que parfois l'épouse avait dû se débrouiller autrement, elle dénonçait son mari en disant que c'était un déserteur, il se faisait arrêter, ou bien la famille rejetait le parent, là, et ils se retrouvaient emprisonnés, donc ils étaient rejetés. Donc la solidarité familiale, à cette époque-là, il faut dire que ça n'a pas été une constante. Alors, quel était le commerce? Bon, du côté français, on achetait en Espagne évidemment des laines, la laine de brebis. Pourquoi? Parce que il faut savoir que alors on achetait la laine, on y reviendra, parce que les gens du Val d'Aran ne tuaient pas beaucoup leur bétail parce qu'ils voulaient vendre la laine. Donc il y avait beaucoup de laine qui venait d'Espagne. Ensuite, comment je me suis pris là? Ouais, d'accord. Donc on achetait la laine, le Saint-Gemme de Cardona, qui lui, il y avait du Saint-Gemme qui était réputé pour ses vertus sur les animaux, donc voilà, il traitait les animaux, et sur la fièvre pourpre aussi, qui était une variante, un nom différent pour désigner la typhoïde. Voilà, donc cette typhoïde, elle était très développée. Pourquoi? Parce que tous ces gens qui se baladaient là partout, qui se baladaient partout, qui étaient hirsutes, tout infectés, bon, quand ils rentraient chez eux, ils se réfugiaient dans des réduits et ils transmettaient les maladies. Donc c'est pour ça qu'au début du XIXe siècle, il y a eu une grande épidémie de typhoïde. Donc, et puis alors, du côté, donc, les Espagnols, eux, demandaient de la viande, parce qu'ils gardaient, comme je vous l'ai dit, ils gardaient leurs moutons pour favoriser la production de laine. Et ils étaient ravitaillés aussi par tous les produits qui venaient du Languedoc,
de l'huile d'olive, etc. Je crois qu'ils en produisaient aussi. Et donc, il y avait aussi l'attractivité de Toulouse. Si tu peux monter. Alors, il y avait beaucoup de gens, il y avait beaucoup de marchands qui venaient d'Espagne et qui allaient vers Toulouse et qui passaient par la vallée du Sac parce que c'était la frontière du Haut-Salat avec Toulouse, c'était la plus courte distance. Alors, donc il y avait un trafic de gens qui venaient du Val-d'Aran, du Palias pour commercer et qui allaient à Toulouse où il y avait des réseaux pour le vin, etc. Où il y avait des commerces. Bon. Et tout cela, il faut le dire, c'était chargé par des convois muletiers parce qu'il n'était pas question d'utiliser des charrettes ou des... Voilà, donc il fallait transporter ça à dos d'homme, le plus possible, et il y avait des caravanes de mulets. Donc les mulets étaient chargés, il y avait des ânes, et les mulets des ânes étaient très prisés à l'époque parce que bon, ils étaient indispensables. Et c'est pour cela qu'il y a eu un trafic de passage de mules, de chevaux vers l'Espagne, et pour cela, on transformait ces bêtes en bêtes de bas, quoi, ou alors on les déguisait pour qu'elles paraissent vieilles. Bon, en fait, c'était de la contrebande. Bon, les fermes du roi ne s'y trompaient pas, et il y avait au pont de la Tôle. Le pont de la Tôle, c'est le pont de la Tôle, c'est l'endroit. La Tôle, en gascon, ça veut dire table. Au pont de la Tôle, donc il y avait, si vous voulez, un contrôle de la ferme du roi qui contrôlait tout ça. Et donc il y a eu aussi là des algarades parce que solidarité entre les montagnards et les habitants de Sex. Et chaque fois, les agents de la ferme du roi étaient plus ou moins bousculés et harcelés. Alors là, il y a eu tout un tas de recherches là-dessus. Donc, souvenez-vous, dans le pont de la Tôle, c'est le pont de la Tôle, ça s'appelle comme ça parce qu'il y avait des contrôles douaniers à ce moment-là et que, sans doute, il y avait une table. Simplement. Alors ensuite, oui, il y avait l'attractivité de Toulouse, c'est qu'il y avait de nombreux étudiants qui partaient de Barcelone ou de la Catalogne et qui se dirigeaient vers Toulouse. Et ils passaient par là. Donc, là aussi, les villes comme Seix, Castillon, Saint-Girons étaient obligés de répondre à la demande en hébergement et en ravitaillement. Il y avait des restos, il y avait des auberges où tout le monde dormait. Les auberges de Saint-Girons, bon, on ne connaît pas trop, sauf Jung qui en a parlé et qui a eu manifestement une mauvaise expérience parce qu'il a dit qu'il a été très mal reçu et qu'il a passé une nuit au milieu des odeurs de crayon, au milieu des punaises, au milieu des puces, que ça a été une nuit horrible, qu'il y avait du bruit partout. Bon, voilà. Donc, Jung a gardé un très mauvais souvenir, et c'est vrai que dans l'historiographie de Saint-Jean, on évite d'en parler, mais bon, il n'y a pas de tabou, j'en parle. Excusez-moi. Voilà, alors les foires internationales, donc là, c'est la petite de Saint-Jérôme, mais qui c'est plus tardivement, tu peux y aller. Je regarde l'heure. Oula. Voilà. Donc, les pèlerins. Alors, évidemment, les pèlerins, bon, il y avait Montgari, Notre-Dame, c'est ensuite les pèlerinages Mariot, Montgari, Notre-Dame de Lizard, Notre-Dame de la Pitié de Sète, Notre-Dame de Lizard, la Font-Saint-Augustin, Saint-Jérôme, le Marsan. Alors, Saint-Jérôme. Il faut savoir que pendant longtemps, il y avait beaucoup de pèlerinages. Et à Saint-Jérôme, il y avait particulièrement le pèlerinage vers le Saint-Jérôme et vers Saint-Vallier. Saint-Vallier qui aurait été enterré dans l'église de Saint-Vallier ou alors à Saint-Lizier, on ne sait pas trop. Bon, il y a des polémiques, les historiens ne s'entendent pas trop pour l'instant. Voilà. Donc, il y avait le pèlerinage à Saint-Jérôme. Alors, pour recevoir tout ce monde, parce que les gens venaient de partout, il faut savoir qu'aussi, il y a le culte de Saint-Lizier aussi, dans le Palias aussi, à l'os de l'Isil, il y a des églises qui sont dédiées à Saint-Lizier. Mais il y avait beaucoup de monde qui venait. Alors, il fallait donc évidemment que la ville soit protégée. Donc il y avait, imaginez Saint-Jérôme, le bourg de Saint-Jérôme, entouré de fortifications, avec des tours. Et au niveau où on pouvait passer facilement, où on pouvait passer à gué, c'était le quai de Balaguer. Le quai du Gravier, voilà. Le quai du Gravier, qui s'appelle aussi le quartier du Baléjou. Pourquoi le quartier du Baléjou? Parce que c'était au bord du Salat et que les gens allaient vider les immondices à cet endroit-là et ensuite ils nettoyaient avec
Yobarejo, c'est-à-dire un balai, un petit balai qui était fait en genêt, quoi, particulièrement. Et donc il y avait ce passage de guet, et au-dessus il y avait la tour Aguayero, la tour de l'eau, et c'est à cet endroit-là, les soldats surveillaient les pèlerins qui passaient, parce qu'on ne les faisait passer que par là, pas que par cet endroit-là. Donc ils rejoignaient l'église de Saint-Lizzie, l'église de Saint-Jérôme et de Saint-Marie. Voilà, donc ça c'est une vieille photo de la chapelle de Lisa, et là c'est beaucoup plus vieux, hein. Tu peux pas monter, s'il te plaît? Tu veux que je l'indice? Non, tu montes. Ah. Si tu veux, voilà. Voilà, ça c'est le pèlerinage du Marsan, de Notre-Dame du Marsan, mais qui date qui est beaucoup plus postérieure aux périodes que j'ai abordées. Voilà. Ça doit être une photo qui doit dater des années 1930. Voilà aussi le pèlerinage du Marsan aussi. C'est particulier parce qu'ils ont repris un culte païen, donc c'est un culte destiné à Mars, qui a été réhabilité par la catholicité, par la chrétienté, et ils ont fait une chapelle. Et évidemment, il y avait une légende en particulier, cette légende voulait que Notre-Dame des Marsans avait protégé la population contre la peste, à tel point que des gens venaient de partout, du Béarn, et qu'ils étaient reçus en dessous, dans la rue qui monte, c'est la rue de la Chaussée, cette rue qui est en pente et qui rejoint le pont. Voilà, donc ils étaient hébergés là, et on appelait ça l'hôtel des ambassadeurs. Alors, l'immigration saisonnière, on l'a vu, elles étaient favorisées d'abord par la proximité, mais aussi par cette proximité linguistique qui était le gascon, et aussi le catalan, parce qu'il faut dire aussi que le catalan était très très proche de la langue occitane, puisque Mistral avait dit que, Frédéric Mistral avait dit que le catalan était très proche de l'occitan qui se parlait dans le midi de la France. Il parlait d'occitan, il ne parlait pas de langue gasconne. Voilà, donc les Aranais partaient surtout vers les exploitations familiales. 5 minutes. Ah si. Vas-y. Voilà, alors oui, reviens en arrière, ça c'est. Voilà, reviens un peu, voilà, là c'est bon. Alors pourquoi il y avait des migrations saisonnières? Pourquoi ils allaient s'embaucher en Catalogne? D'abord, il y avait cette proximité linguistique, j'y reviens encore. Mais surtout, les gens étaient habitués à ces fonctions, ils étaient habitués à faucher, à faire des moissons, etc. Donc, voilà. Donc ils étaient habitués. D'autant plus que la position plus méridionale de l'Espagne, parce qu'ils allaient assez bas, ils allaient à la Seine d'Urgel, ils allaient à Cerdagne, donc ils faisaient des travaux de moisson plus tôt. Et quand ils revenaient chez eux, ils pouvaient attaquer les mêmes travaux dans le Couserans. Voilà. Et ensuite, il faut dire qu'à partir de la conquête de l'Amérique, il y a eu un afflux d'or de la part des colonies américaines et qu'il y avait une désaffection pour les travaux, certains travaux, et les Français, donc les Couseranais, comme les autres Pyrénéens, en ont profité pour aller se louer. Mais c'était difficile parce que il y avait quand même une certaine insécurité, ils étaient obligés de se grouper, bon, par extension on parle de colio, mais bon, c'est pas le terme exact, mais ils se regroupaient parce que quand ils passaient en Espagne, ils étaient agressés par les Catalans, parce qu'ils trouvaient là des concurrents, donc ils étaient agressés. Mais par contre, ils étaient très contents d'aller là-bas, parce que d'abord, c'était la fête pour eux, ils faisaient la fête, ceux qui ne faisaient pas, ils n'avaient pas le temps. Ensuite, ils buvaient du bon vin, ceux qui ne faisaient pas chez eux, et ils avaient la bonne chair. Et surtout, ils ramenaient chez eux des produits qui amélioraient l'ordinaire des montagnards. Alors, on file, on y va. C'est pas fini malheureusement, mais on va couper, on pourra. Voilà. Donc, évidemment, ils marchaient avec l'outillage, ils étaient tout chargés. Alors, il portait, mon arrière-grand-père portait donc sa peau sur l'épaule, il portait tout, et ensuite il y avait les vêtements de rechange, un ou deux, et ensuite il y avait tout le ravitaillement. Donc ils étaient chargés, ils n'étaient pas chaussés, avec des semelles vibrantes comme maintenant. Voilà, on y va. Hop, voilà. Alors ce que je disais avant de partir,
Donc en Espagne, ça c'est ma arrière-grand-mère et des personnes de Saint-Denis qui me l'ont raconté. Avant de partir, je vous ai dit qu'il y avait une messe donc pour la protection. Mais il était de coutume, quand les moissonneurs partaient, après quand ils s'apercevaient, bon, quand ils voyaient que l'heure arrivait où ils allaient monter le port de Marterrat, ils savaient qu'à cet endroit-là, il y avait une croix, et à cette croix, il y avait des prières qui se faisaient. Donc, ils se retrouvaient par la pensée à ce moment-là. Et cette croix, il y est toujours, puisque je l'ai prise il y a 1 an ou 2, quand je suis allé au port de Marterrat. Donc, cette croix, je crois que c'est la place de la Lao. Je crois qu'elle existe toujours. Hein. Je ne sais pas si tu es allé, Claude, là. Non, pas là. Oui. Non, c'est bon. Voilà, c'est bon. Alors, la transhumance, là aussi, bon, je vais aller vite alors. Hein. Voilà, mais en gros. Alors, la transhumance, on l'a vu, hein, ce que j'ai dit tout à l'heure, versant abrupt et diminution des surfaces herbagères. Par contre, du côté aranais, c'était beaucoup plus, il y avait beaucoup plus d'eau, beaucoup plus de verdure, donc c'était, disons, il y avait beaucoup plus. Alors c'est pour ça, comment dire, pour aller vite, c'est qu'on a les gens du Couserans, parce que c'est compliqué, mais en fait, les gens du Couserans et de Saint-Thème passaient, et aussi de la vallée du Salat, passaient en Espagne. Donc ils allaient, tu peux y aller, donc ils passaient en particulier le port de la Hourquette. Alors les gens qui passaient par le port de la Hourquette se dirigeaient vers Barados, ou Barados maintenant, Barados. Alors tu peux y aller, voilà. Ouais, c'est une. Voilà. Comme ça, il y a mon carré. Voilà. Tu peux toujours y aller, ça c'est le plat du Béret. Voilà. Tu files. Voilà. Donc ils allaient vers les étangs de Marignane. Donc vous voyez, par rapport au versant français qui était très escarpé, de vastes espaces de pâturage, mais surtout, beaucoup d'eau. Vas-y, tu files. Hein? Voilà, ça c'est la région du port de Mariola. Et là, j'ai beaucoup fait de recherches parce que les gens de Saint-Enac, à l'époque, les montagnards de Saint-Enac amenaient les troupeaux dans cette région de Mariola, ils passaient dans le port de Marterrat, mais uniquement en période d'épisodie. Donc là, il y avait des ententes. Donc, en période d'épisodie, ils étaient, c'est-à-dire quand il y avait des épidémies de bétail, ils étaient autorisés à aller là. Donc il y avait de l'eau et il n'y avait plus d'espace, donc évidemment les maladies, la contagiosité était moins importante. Tu avances. Il reste combien? Voilà. Donc tu as fini tranquillement. Ah bon, j'ai fini tranquillement. Oui, fini. Voilà, là c'est fini. Alors les liées passeries, je vois que j'ai squeezé là. Voilà. Non, alors les liées passeries, j'ai terminé avec ça. Ça, ceux qui connaissent Saint-Jérôme, c'est le docteur Béru. Voilà. Alors, l'ailier passerie, donc je vous l'ai dit, il fallait absolument s'entendre. Hein. Il fallait s'entendre donc pour la sécurité, il fallait s'entendre pour les troupeaux, pour l'eau, pour les bois, etc. Et surtout pour les packages. Alors, ils se sont entendus. Il y a eu le serment. Ils s'entendaient entre eux, donc, et à cette époque-là, quand il y avait des soldats qui étaient signalés, ben, ils se prévenaient le camp adverse, attention, au niveau français, attention, il y a les Espagnols qui arrivent, et côté espagnol, ils disaient, attention, il y a des soldats français qui arrivent. Donc, des nécessités d'entente. Et donc, constamment, il a fallu renouveler ces liens passeries, parce que, bon, ben, il y avait toujours des problèmes, et c'est alors que toutes les communautés des Pyrénées centrales se sont retrouvées au Plan d'Arène, je crois que c'était en 1600 et quelques. Donc et là, ils ont rétabli, ils ont conforté solennellement toutes ces liées passeries. Voilà, donc c'était très important, et on s'est servi de ces liées passeries jusqu'à la période de la guerre civile d'Espagne, dans les années 39, où ils ont dit, mais attention, en vertu des liées passeries, les soldats peuvent aller dans le Val d'Arène. Oui, les républicains peuvent aller dans le Val d'Arène parce qu'il y a ces liées passeries. Bon, ça n'a pas toujours été respecté par Franco, je pense. Voilà, bon, écoutez, je vous remercie pour votre attention. Je suis allé un peu vite à la fin, mais je suis vraiment désolé. Je pense ça. Merci à toi. Voilà, merci. Merci à vous. Merci. Voilà. Alors, merci pour votre indulgence surtout. Non, mais c'était intéressant. Voilà.
Mais je suis allé un peu vite, hein, c'est vrai. Mais bon, le temps, il faudra prévoir un peu plus de temps peut-être à l'année prochaine. Parce que... Oui.